Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour vous informer. Regard croisé de ce soir reçoit comme invité, confrère de presse écrite et journaux de la place, David Diagbavi, togosite.com. David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Bonne année, c'est la première fois? Non, on était là le 31. Le 31, oui, avec Samuel, oui. Et on a profité pour se faire les vœux. Merci quand même pour le rappel. Mais sans Fioclou, à Dangblé-nous, c'est ça? Oui. Vous êtes le DP de l'enquêteur. Oui. Bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Le premier sujet de ce soir, le Nigeria. Nomination controversée de la nièce du président Buhari à la commission électorale. David, c'est quoi le problème concrètement au Nigeria? Le problème, c'est que il y a beaucoup de signaux forts qui font croire que Buhari n'a pas envie d'organiser des élections crédibles et transparentes à la suite de son premier mandat. L'une de ces preuves est relative à la nomination de sa nièce. Je pense que cette nomination vient encore enfoncer le doute que les Nigériens ont sur son refus d'organiser des élections crédibles. Et cette nomination n'était pas la bienvenue parce que, au vu des alliances familiales que le président actuel a avec la présidente de cette commission, beaucoup de ses opposants estiment que le président a placé sa nièce là-bas pour véritablement surveiller ce qui va être fait, parce que vous savez que cette commission électorale, quoi qu'on dise, est l'instance suprême qui organise et dirige tout le processus électoral depuis le début jusqu'à la fin. Oui. Et donc le fait que cette nièce ait été nommée par l'actuel président a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique nigériane. L'opposition a refusé la nomination de cette dame. Et pour cette opposition, c'est une manière pour Buhari de contrôler tout l'appareil électoral qui va être mis en place pour organiser ces élections. Et donc, ça interroge encore. Et je pense quand même que Buhari aurait peut-être pu faire plus en transcendant toutes ces allégations qui sont portées sur sa personne et en évitant beaucoup plus d'attirer les regards sur lui, parce qu'il est à quelques semaines, à quelques jours de la fin de son mandat. Et ces élections vont véritablement déterminer si les Nigériens veulent toujours de lui ou pas. On a quand même vu un bilan assez mitigé. Il a fait des promesses lors de sa campagne électorale. Toutes les promesses n'ont pas pu être tenues, surtout celles relatives à la sécurité des frontières nigériennes avec le terrorisme et Boko Haram. Également le décollage économique qui a pris du retard au Nigeria. Tout ça fait que Buhari est aujourd'hui sur une pente glissante, et c'est pour ça justement qu'il a pensé mettre en place toute cette stratégie pour contrôler le processus électoral. Mais Safioko, comment peut-on comprendre cet acte-là, cette nomination à quelques mois de cette élection, à quelques jours de cette élection-là? Buhari à la tête du Nigeria il y a 4 ans, et compte tenu de tout ce qu'il a dit pendant la campagne électorale, il n'a même pas réussi un seul. Et au sein de son propre camp, les gens disent qu'ils ne souhaitent pas qu'il soit encore candidat. Mais il a forcé pour y être. Après étude, il a constaté que pour réussir, il faut mettre quelqu'un de son propre camp pour pouvoir y arriver. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre que sa propre nièce, ce qui pose déjà un problème de suspicion. Les adversaires ont dit non, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et Buhari étant un militaire, il faut qu'il revoie sa copie pour qu'elle remplace sa nièce, pour qu'on dise au moins qu'il a organisé une élection crédible. Au Nigeria, les problèmes, ils sont environ 84 millions. Un peu plus, 120 millions. 120 millions, 84 millions d'électeurs. D'électeurs. Okay. Oui, je veux dire 84 millions d'électeurs. Ce qui veut dire que si Buhari n'arrive pas à revoir sa copie, ce serait encore un problème politique qui sera né en dehors de l'insécurité causée par Boko Haram. Donc, la responsabilité va lui incomber sur tous les plans.
Alors, quand on sait que la NIES peut-être dispose des compétences pour pouvoir vraiment apporter un plus, est-ce qu'il y a un souci à ce niveau pour mettre en valeur le savoir-faire de quelqu'un au sein d'une commission? Non, le seul souci, c'est l'alliance familiale. C'est parce qu'elle est la nièce de Boiry du président de la République au Nigeria. C'est pour ça que l'opposition a estimé que, en positionnant cette dame, c'est encore Boiry qui a ses yeux dans le processus électoral. Mais je pense qu'il faut peut-être aller au-delà parce que la commission électorale au Nigeria peut être dirigée par n'importe quel Nigérian. Donc, il faut juste peut-être disposer des compétences nécessaires. Et les compétences, c'est quoi? C'est des compétences techniques. Parce que tout autour, le président de cette commission est entouré de techniciens, de conseillers qui le dirigent dans le travail, dans la responsabilité qui est la sienne. Mais ici, dans le cas du Nigeria, ça aurait été une autre personne, même proche du camp de Boiry, que le problème ne serait peut-être pas posé ainsi. Mais le problème se pose parce que pour l'opposition, cette dame a toutes les raisons de ne pas, a toutes les chances de faire un travail bancal pour arranger son oncle, qui est président de la République. On le disait tout à l'heure, le bilan de Boiry est très mitigé sur tous les plans. Hein. C'est sécurité, économie, sur les plans sociaux, etc. Le Nigeria a pris un peu de retard par rapport au rang qu'il occupait dans certains domaines vitaux. Et donc aujourd'hui, beaucoup de Nigériens se posent la question de savoir si véritablement Boiry peut encore faire l'affaire pour les 5 prochaines années. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être apporter du nouveau sang pour voir ce que ça pourra donner? Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria est confronté à beaucoup de défis. Et l'un de ces grands défis, c'est celui de la sécurité. Quand on voit un peu le fléau Boko Haram, tout ce que cette secte-là a causé comme insécurité, comme mort et comme déplacement dans ce grand pays, il est urgent que les Nigériens comprennent qu'il faut peut-être mettre quelqu'un qui pourra véritablement porter les espoirs de tout ce peuple pour permettre à ce grand pays de redécoller sur tous les plans. C'est une surprise pour un certain nombre d'observateurs parce que c'est la première fois qu'on découvre un matin qu'un président de la République nomme une de ses nièces à la CENI. Comment est-ce qu'on peut amener la famille sur le plan politique alors que le Nigeria est le numéro 2 ou bien le numéro 1 en Afrique? C'est là que moi j'ai dit, ces conseillers lui ont donné de mauvais conseils. Comme l'a dit mon jeune frère, il fallait quelqu'un d'autre de son parti, insérer un proche, comme l'a fait Kabila en RDC, qui a mis son ministre de l'Intérieur à sa place. Ce serait quelque chose comme ça, personne n'aurait dit quoi que ce soit. Mais il y a de cela 4 ans, Boiry avait l'assentiment de tout le peuple quand on sait que Goodluck Jonathan était vomi. Et Boiry, comment peut-on expliquer ce revirement de situation 4 ans après C'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Toute la promesse faite lors de sa campagne, rien n'a été obtenu. Les gens ont voté pour lui parce qu'il était général et président une fois de ce pays. Il était général nigérian et on connaît sa compétence militaire. Le problème de Boko Haram était un problème de terrain, un problème militaire. Tous les Nigériens ont cru en lui, qu'il va avoir un staff propre, un état-major très propre, aguerri pour pouvoir combattre Boko Haram. Les 2 premiers mois, on a eu le résultat. Les 3 autres mois qui ont suivi, on a constaté qu'il y a des trahisons, qu'il y a des renseignements et que l'armée nigériane même est infiltrée par les agents de Boko Haram. C'est-à-dire que quand l'état-major décide d'aller attaquer Bay à 9h, eux autres, ils attaquent Tokoin pour qu'on mette le paquet sur Tokoin et ils profitent pour faire. Ce qui veut dire qu'au niveau des unités ou bien des bataillons de l'armée nigériane, il y a des infiltrations comme ça se fait en Afghanistan et en Irak. Il a déçu les Nigériens, surtout sur le plan sécuritaire. On avait cru en lui parce qu'il était militaire. David, quelques secondes avant de marquer la pause, est-ce que ça promet vraiment? Pour Boiry? Oui. Ça va être très difficile parce que son challenger direct, le vice-président Atiku Abubakar, n'est pas n'importe qui.
il a su... Quand on sait que le monsieur a été toujours malade durant tout son mandat aussi. Tout ça fait partie de son bilan mitigé. Parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'extérieur du Nigeria et le Nigeria avait véritablement besoin d'un chef suprême pour diriger ce pays. Et donc lui, il passait beaucoup de temps en Angleterre pour se faire soigner. Ça a été un coup dur pour lui et pour son camp politique. Et donc Atiku Abubakar a compris très tôt les failles de Buhari et il s'est présenté pour porter les aspirations et les espoirs du peuple nigérian. Et donc tout ça va être fondé sur ce qui va être fait dans les jours à venir. Si véritablement le peuple nigérien veut encore de Buhari, il votera pour lui. Mais si le peuple nigérien ne veut plus de Buhari, je pense que le choix va être porté sur Atiku Abubakar pour tester aussi ses compétences, ses capacités. Aujourd'hui, comme on le disait, le plus gros défi du Nigeria, c'est la sécurité. Celui qui pourra venir sécuriser l'ensemble du pays sera le prochain président de la République. Mais si ça va se faire sur la base des promesses, un peu comme Buhari l'avait fait, ça va être très difficile pour une pause, elle est très importante, on la marque et puis on revient juste dans quelques instants pour la suite du débat dans Regard croisé avec les confrères.